La construction et le fonctionnement des immeubles de grande hauteur IGH et des établissements recevant du public ERP obéissent à des normes et des procédures à suivre. C'est ce à quoi est consacré ce 52e numéro du magazine Sécurité civile et population que j'ai l'honneur de présenter avec le lieutenant de police Itoa Nyolongo. Bonjour mon lieutenant. Bonjour chef Ouramba. Fidèles téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans cette émission. Les risques d'incendie, de panique et d'explosion que génèrent les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public font de ces édifices des établissements dangereux, insalubres ou incommodes qui constituent une préoccupation sécuritaire pour le ministère en charge de la sécurité à travers ses organes techniques dont le commandement de la sécurité civile. Pour ce faire, votre magazine s'est rapproché de 2 officiers supérieurs pour recueillir leurs avis sur la question. Il s'agit des lieutenants-colonels de police Alphonse Bonazebi, commandant de la défense civile, commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville par intérim, et Anselme Ngalebale, directeur de la prévention et de la réglementation. Mais avant cela, nous vous proposons de suivre ce reportage sur les immeubles de grande hauteur et les établissements recevant du public dans ce commentaire de Georgelin Massamba. L'aménagement du territoire constitue une préoccupation pour les pouvoirs publics dans notre pays. Cela est prouvé par la politique hardie de municipalisation accélérée, initiée et impulsée par le président Denis Sassou Nguesso, au cœur de laquelle se trouve la construction des infrastructures. C'est là la quintessence même du développement urbain de nos localités, auquel s'engage également le secteur privé et les particuliers. Ainsi, aujourd'hui, nous assistons à l'émergence de constructions tous azimuts, parmi lesquelles les immeubles de grande hauteur, IGH, et les établissements recevant du public, ERP, qui doivent répondre à des normes et procédures. Comme aime le répéter le président de la République, la sécurité civile doit suivre le développement humain de nos localités. Le lieutenant-colonel de police Alphonse Bonazebi, commandant de la défense civile près le commandement de la sécurité civile, également commandant territorial de la sécurité civile de Brazzaville par intérim, nous édifie ici sur la question particulière des immeubles de grande hauteur. Dans le cadre de l'émergence de nos cités et de nos villes en particulier, il y a un certain nombre d'édifices qui sont en train d'être construits. Et ces édifices ont plusieurs natures. Mais je vais plus insister sur les immeubles de grande hauteur, les IGH, qui sont des symboles très utiles dans l'aspect touristique d'une cité. Et vous allez reconnaître que les IGH, ou encore immeubles de grande hauteur, symbolisent également la puissance économique d'un État. Parce que dans ces immeubles, il y a plusieurs activités qui sont menées et ça regroupe un certain nombre de citoyens qui exercent des activités de plusieurs natures. Les IGH, naturellement, ont une importance très capitale. Mais ces IGH, outre les aspects touristiques, devraient faire l'objet d'une attention particulière des services de secours et de lutte contre l'incendie. Parce que vous savez que ce sont des immeubles dont la hauteur dépasse parfois 1000 mètres. Vous voyez, quand vous prenez un IGH qui est le plus haut du monde, qu'on retrouve en Arabie Saoudite, et c'est l'IGH Kingdom Tower. Cet immeuble a 1001 mètres. Et quand l'établissement ou encore l'immeuble est à cette hauteur-là, il pose tous les problèmes au service de lutte contre l'incendie. Parce que vous comprendrez avec moi que nos échelles ne sont pas à mesure de pouvoir atteindre jusqu'à 1000 mètres. Dans ces conditions, l'action de la sécurité civile devrait être complétée par des mesures sévères de prévention et de réglementation. C'est pourquoi nous allons souvent dans ces installations pour démontrer aux exploitants
qu'il devrait y avoir un regard assez particulier dans la mise en œuvre des mesures de sécurité. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que dans ces immeubles, il y a une difficulté d'intervention de nos équipes. Et il y a la durée très longue d'évacuation à réaliser. Parce que dans ces immeubles, on ne réalise pas une évacuation sûre et rapide comme dans les RP. L'évacuation à ce niveau se passe par palier. Et donc, dans ces conditions, quand vous parlez de 1001 mètres, pour que la personne soit évacuée dans un autre palier, il faut donc un pouvoir de retardement, de pouvoir potentiel et calorifique et qui est contenu dans ces immeubles-là. Donc, c'est pourquoi nous avons, pas seulement la sécurité civile d'ailleurs, tous les services, y compris les services de renseignement. Je viens de dire qu'il y a plusieurs activités qui sont menées dans ces immeubles. Ça devrait donc faire l'objet de surveillance et de mise en œuvre des mesures globalement sécuritaires dans le contexte de la défense civile. Pourquoi? Parce que nous avons l'implication de tous les services de la sécurité intérieure qui devraient s'intéresser des IGH. Les IGH, pourquoi? Mais parce qu'il y a bien entendu un problème dans les accidents qui peuvent survenir dans un IGH. Lorsqu'il y a un feu d'ampleur dans un IGH, c'est différent avec un RP simple. Pourquoi? Parce qu'à ce niveau, on a tendance très rapidement à virer à une situation catastrophique que d'un simple sinistre qu'il faut contenir. Dans ces conditions-là, vous comprendrez avec moi, comme je venais de dire au départ, qu'il y a un intérêt très particulier pour les services de lutte contre l'incendie et bien donc pour d'autres services, au risque que je me répète, qui sont dans le domaine de la sécurité intérieure. Les IGH devraient connaître 3 niveaux de visite ou encore d'évaluation des services d'incendie et de secours. Le premier niveau, ou sinon la première phase, c'est la phase de conception du projet de construction d'un IGH. Dans ces conditions-là, c'est même la meilleure phase de la prévention en ce qui concerne la lutte contre l'incendie et des paniques dans les IGH. Et nous étudions notamment les éléments constructifs et les matériaux utilisés dans les IGH au point de pouvoir attribuer une valeur par rapport à la réglementation de sécurité et au code de construction et d'habitation. Donc, pendant la phase de construction, nous recevons les documents qui soient de nature à pouvoir projeter la construction d'un IGH. Et dans ces conditions-là, nous fixons des mesures à respecter, nous édictons les prescriptions qui sont de nature à être respectées pendant la phase de construction. Et lorsque cette phase-là finit, nous avons une deuxième phase, c'est la phase qualifiée, la phase chantier. Lorsque le chantier commence à évoluer, nous intervenons pour véritablement voir si les mesures édictées ont été respectées par les exploitants. C'est parce que nous pensons qu'il ne devrait pas avoir un décalage entre la phase de conception et la phase de construction de l'ouvrage. Et quand cela est terminé dans une conclusion telle que les mesures sont respectées, nous intervenons encore pour une troisième phase qu'on appelle la phase de l'ouverture au public. Cette phase de l'ouverture au public nous donne la possibilité de pouvoir naturellement authentifier ou sinon voir dans quelles conditions le public va être sécurisé dans un IGH. C'est là où nous veillons sur un certain nombre de mesures, parmi lesquelles l'analyse sur les matériaux et les éléments de construction. Nous regardons sur les mesures d'évacuation, le plan d'évacuation qui devrait être mis en place, les aires d'évacuation qui devraient être définies et également le compartimentage qui devrait être vu dans un IGH. Parce que ce qui caractérise un IGH, c'est le respect du compartimentage. Le compartimentage, c'est des dispositifs qui sont mis en place pour empêcher la propagation de l'incendie lorsque un compartiment est sinistré ou touché. Et nous regardons également, notamment ce qui est très important,
aux différentes voies qui devraient servir à l'intervention de la sécurité civile, notamment les voies échelles et les voies engins, pour que naturellement qu'on mesure à travers nos capacités d'intervention quel type d'engin faudra utiliser en cas d'incendie déclaré dans un IGH. Donc, ces 3 phases, lorsqu'elles sont construites et lorsque vous construisez également ces IGH, toutefois pendant la phase de l'exploitation que nous avons suivie dans les trois moments, nous vérifions également le respect du potentiel calorifique qui soit à définir dans un IGH. Donc, nous le répétons toutefois que dans un compartiment, on ne devrait pas avoir plus de 255 mégajoules comme potentiel calorifique, qui limite bien entendu l'intensité des flammes et des gaz chauds dans un compartiment. Nous regardons également le potentiel calorifique au niveau des façades. Naturellement, vous savez, ces immeubles ou encore ces bâtiments sont construits en ayant 2 aspects importants. Le premier aspect, c'est l'aspect touristique, la beauté de la chose, qui devrait attirer, si c'est à usage d'hôtel, qui devrait attirer la clientèle. Et si c'est à usage d'habitation, qui devrait attirer tous ceux qui devraient imaginer vivre dans ce confort qui rêvait du modernisme assez remarquable. Et donc, voilà ce qui nous amène dans ces bâtiments. C'est pour évaluer les niveaux sécuritaires et qui soient réservés dans un IGH en raison, bien entendu, des activités économiques qui sont menées dans les IGH. Vous voyez, nous avons un IGH ici, la tour Nambemba, et qui devrait faire l'objet des visites permanentes de la sécurité civile. Nous avons un IGH, les 2 IGH même, qui sont côte à côte, les tours jumelles, aujourd'hui, qui surplombent toute la capitale. Et donc, ces immeubles-là, pour ne citer que ceux-là, sont pourtant oubliés, les Radisson et bien d'autres, qui font la beauté de la ville de Brazzaville, devraient faire l'objet de nos visites à répétition dans ces immeubles. Et sans pourtant que je ne m'étale encore sur les sujets, vous savez que quand un IGH est à usage hôtelier, les visites ne devraient pas dépasser 3 ans. Et quand c'est à usage d'habitation, ça ne devait pas dépasser aussi 3 ans. Et surtout si ça a usage sanitaire, parce qu'il y a des IGH qui sont réservés uniquement pour les soins. Et dans ces conditions-là, la durée ou les prescriptions, dans le cas des visites, c'est 2 ans maxi. Pourquoi? Parce qu'on regarde des activités menées qui sont intenses à ce niveau. Et nous avons des visites à répétition. Ce qui ne serait peut-être pas le cas avec le IGH à usage de tours de contrôle, et qui ont une hauteur aussi impressionnante et qui, normalement, les visites parfois arrivent à 5 ans de prescription. La différence se situe généralement au niveau de la hauteur. Un RP, c'est un établissement recevant du public qui, naturellement, où sont menées des activités ouvertes au public, comme vous entendez, établissement recevant du public, et soit les gens viennent librement ou moyennant une rétribution. C'est des endroits où se tiennent des réunions, c'est des endroits où sont tenues également des activités importantes de toute nature. Et la hauteur d'un RP ne devrait pas dépasser 50 mètres. Donc, c'est des bâtiments dont la hauteur varie de 0 à 28 et certains, avec les innovations, j'allais dire, et sinon la démarche architecturale qui commence à prendre l'ampleur, parfois ces immeubles arrivent jusqu'à 50 mètres. Mais un IGH, c'est un corps de bâtiment dont le plancher bas du dernier niveau accessible au public, et par rapport aussi à l'utilisation des engins de service de secours public, le plancher est situé à plus de 50 mètres.
Parce qu'un IGH ne peut pas avoir une hauteur qui soit moins que cela. Donc à plus de 50 mètres. C'est pourquoi je vous disais que dans l'historique même de ces IGH, le plus haut IGH se trouve donc en Arabie Saoudite et qui fait 1001 mètres. Et celui qui le suit, il est au niveau de l'Émirat arabe uni, voilà, Dubaï. Et celui-là, il va jusqu'à 812 mètres. Vous voyez, c'est ça la différence. Le suivi que nous faisons au niveau de la construction, ce suivi trouve sa source dans le règlement de sécurité. Et outre les spécialistes que nous avons au niveau de la prévention, outre la qualification de certains de nos cadres dans le domaine des travaux publics, mais l'élément clé qui nous permet de pouvoir suivre les travaux, c'est l'identification de l'œuvre ou de l'ouvrage, j'allais dire, avec ce que la réglementation a édicté. Donc, nous utilisons la réglementation pour que véritablement ces gens, les exploitants, puissent se conformer à la norme édictée par la réglementation. Je prends un exemple simple pour que vous puissiez comprendre toutes ces choses-là. La réglementation dans le domaine des IGH nous démontre qu'un IGH doit être séparé d'un tiers sur un volume de protection de 8 mètres. Et donc, quand nous arrivons sur le terrain, nous regardons la construction avec les tierces. Et si cette distance n'est pas respectée, nous faisons respecter à l'étape déjà de la conception du projet. C'est pour que véritablement qu'il n'y ait pas un impact au cas où, j'allais dire, l'IGH aurait eu des problèmes techniques. Et donc, ça, c'est un exemple. Nous faisons respecter également les aires d'évacuation. Le volume à respecter pour évacuer des occupants d'un IGH. Et nous venons respecter également un certain nombre de dispositions telles que l'ascenseur prioritaire. Un IGH doit avoir au moins 2 ascenseurs prioritaires. Maintenant, à savoir comment ces ascenseurs-là sont construits, ce n'est pas là notre question. Notre question, c'est de savoir si réellement l'IGH dispose de ces 2 ascenseurs prioritaires. Les ascenseurs prioritaires, ce sont des ascenseurs qu'on appelle les ascenseurs sapeurs-pompiers. C'est des ascenseurs qu'on utilise naturellement pour intervenir dans un IGH. Parce que c'est des ascenseurs qui obéissent à notre commandement par rapport aux ascenseurs réservés au public. Et donc, dans ces conditions-là, à l'étape du projet, nous recevons le projet sur papier et nous identifions ces ascenseurs. Donc, dans ces conditions-là, vous comprendrez avec moi que c'est des éléments qui sont déjà édictés dans la réglementation et que nous venons vérifier sur le terrain avec les constructeurs, bien entendu. Quand la réglementation édicte un détail et qu'il nous échappe, par exemple l'électricité, le câblage utilisé, on peut faire réquisition à un spécialiste pour authentifier avec nous les câblages qui soient utilisés dans un IGH. Donc vous voyez, ça c'est le niveau où nous nous situons, et bien entendu, pour suivre les travaux de construction d'un IGH. Aussi, évaluer la distance qui devrait les séparer avec un centre de secours principal. La réglementation nous dit qu'un IGH ne doit pas être construit au-delà de 3 km d'un centre de secours principal. Donc, autrement, s'il y a un regroupement des IGH dans une zone qui dépasse 3 km, en réalité, le pouvoir public devrait penser construire un centre qui devrait se rapprocher du centre de secours, plutôt de la zone de construction d'un IGH. C'est là pour plusieurs raisons, comme je venais de dire, pour réduire la complication de l'intervention qui est dans un IGH, pour réduire également les délais d'évacuation et également pour limiter la propagation des gaz chauds et des flammes dans les façades comme à l'intérieur du bâtiment. En réalité, la construction d'un immeuble ou sinon d'un bâtiment, quelle que soit sa nature, mais dans le cas d'espèces, même parlons de IGH, le pétitionnaire qui est appelé à construire devrait suivre la procédure qui était dictée par
le code de construction et d'habitation. Donc, quand vous avez votre projet, vous appelez l'architecte, vous avez le projet en conception. Par la suite, vous devez vous adresser à la mairie de votre résidence. Donc, c'est le maire qui prend le document, qui devrait donc authentifier si l'endroit où vous êtes en train de construire. Est-ce que la parcelle, elle est réellement à vous? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de contradiction dans ce terrain? Et après ça, vous devrez donc regarder le détail avec le ministère de la Construction et de l'Habitation pour voir l'ouvrage que vous êtes en train de construire. À leur niveau, ils regardent également la résistance des matériaux. Ils regardent aussi les éléments de construction qui seront utilisés. Ils ont une expertise, donc ils mènent à ce niveau. Et après, ce document devrait donc arriver à la préfecture, surtout pour les IGH, arriver à la préfecture et le préfet devrait mettre en place une commission pour que chaque acteur puisse se prononcer dans la construction que vous voulez mener. Dans ces conditions, on regarde à tout ce qui est impact environnemental, on regarde à tout ce qui est l'intérêt social même de l'ouvrage que vous voulez construire. Et techniquement, au niveau de la sécurité civile, nous regardons l'implantation, là où ça va être construit. Nous regardons à tout ce qui est utilisé comme matériaux de construction, avec leur résistance, la stabilité au feu et la stabilité même de l'ouvrage. Nous regardons aux moyens de dégagement ou encore d'évacuation du public en cas de panique ou de situations complexes dans l'immeuble ou l'IGAS ou l'RP. Et nous regardons quels sont les moyens de secours que vous avez prévus pour faire face à un départ d'un feu dans votre établissement ou dans votre immeuble. Voilà la procédure qui est donc édictée par le Code de construction et d'habitation. Mais il se trouve qu'avec des habitudes que les gens naturellement développent, ils construisent ces bâtiments sans pourtant qu'il y ait le respect de ces circuits-là. Certains arrivent à aller directement au ministère des Constructions, d'autres ne passent pas par le ministère des Constructions. Certains le font à leur propre vision, comme ce que vous êtes en train de dire. Certains immeubles, sans en avoir cité un parmi eux, certains immeubles s'écroulent. Et ils s'écroulent parce qu'il n'y a pas une expertise qui soit impliquée à la construction d'un tel ouvrage. Et il est arrivé plusieurs fois, les travaux d'un des édifices, que je ne cite pas ici des propriétaires, soient arrêtés simplement parce que l'évaluation que nous avons eu à faire de cette construction, il s'est trouvé que l'intéressé voulait construire un immeuble de 8 niveaux, mais en utilisant le fer de 6, avec un bétonnage qui ne répondait pas à la norme, parce que lorsque nous évaluons, nous regardons tous ces aspects. En ce qui concerne les matériaux de construction. Et lorsque nous avons évalué les matériaux de construction, nous avons démontré à la personne que le bâtiment n'allait pas tenir pour longtemps. Parce que, naturellement, les matériaux de construction n'étaient pas à mesure de supporter la charge qui devrait être imposée dans cette construction. Il y a eu des problèmes donc du ferraille ou de fer utilisé. Il y a eu un problème au niveau du mélange pour former un béton armé. Et il y a eu pas mal d'éléments que nous avons évalués. Eh bien, nous avons fini par conclure. Et il a compris qu'il devrait donc revoir les matériaux de construction. Donc, nous, on ne fait pas la ronde pour aller rechercher les immeubles, mais bien plutôt, les pétitionnaires nous saisissent et dans ces conditions-là, nous pouvons les accompagner dans cette œuvre. C'est pourquoi nous appelons par cette mission que ça ne sert pas de prendre autant de risques en érigeant des édifices dont l'évaluation sécuritaire, tant sur le plan d'incendie que même sur le plan de résistance, ne devrait pas garantir la vie des occupants dans ces conditions-là. Donc, la sécurité civile a une expertise qui met à la disposition de tous ceux qui voudront bien construire des ouvrages importants
qui sont de nature à embellir notre ville capitale, mais en ayant en première idée la mise en œuvre des mesures sécuritaires que la sécurité civile pourra donc mettre à leur disposition. Abordant dans le même sens, le lieutenant-colonel de police Anselme Ngalebale, directeur de la prévention et de la réglementation, près le commandement de la sécurité civile, nous parle des normes intéressant les établissements recevant du public, ERP. Suivant. Quand nous parlons en termes de normes, il y a des normes constructives qu'il faut respecter quand on construit un bâtiment qui servira d'établissement recevant du public. Nous redoutons deux types de risques, le risque d'incendie et le risque de panique. Quand nous parlons du risque d'incendie, nous voyons la propagation, parce que quand un feu éclot, après les secondes qui suivent, si on n'arrive pas à l'éteindre, vous voyez, le feu là prendra de l'ampleur dans le temps et dans l'espace. Et ce que nous appelons incendie. Et s'il y a des hommes, vous voyez les dégâts. On aura des dégâts humains, des dégâts matériels. Alors, en ce moment-là, depuis l'étape de projet, il y a des normes qu'il faut respecter, des normes constructives, simplement pour éviter qu'il y ait propagation rapide du feu dans un établissement. Ça, c'est de un. Et deuxièmement, nous avons aussi des moyens de secours à demeure, ce qu'il faut avoir pour réagir en cas de départ de feu ou en cas de feu. Donc, nous avons les moyens de secours. Habituellement, nous parlons des extincteurs, nous parlons des robinets d'incendie armés, nous parlons de l'extinction automatique, nous parlons des moyens d'alarme, nous parlons de tout ça là. Alors, si cela nous intéresse, c'est que nous voulons vérifier effectivement que toutes ces choses-là sont respectées. Des mesures constructives, c'est-à-dire il y a des murs coupe-feu, il y a des portes coupe-feu, il y a des types d'escaliers, il y a des dégagements, c'est-à-dire quand je parle de dégagement, je parle des escaliers, tout. On verra là où il faut qu'il y ait un escalier protégé, là où ça ne nécessite pas un escalier protégé. On verra un peu la longueur que les gens doivent parcourir pour évacuer. Donc tout ça là et comment les portes, les issues de sortie sont reparties. C'est tous ces aspects-là qu'on essaie de voir, sans oublier aussi les aménagements intérieurs, parce que c'est aussi source de propagation. Alors, on voit la qualité des matériaux qu'on a utilisés pour construire, on voit un peu la qualité des éléments de construction. Alors, voilà, c'est en ce sens-là que cela nous intéresse au premier plan. Tout ça, c'est pour protéger l'homme, protéger les biens, protéger l'environnement. Parce que j'ai investi, je ne veux pas perdre mon investissement disons, en une fraction de minute. C'est ça le problème. Donc, ils ont intérêt, ils ont même le devoir de se rapprocher de nous pour cela, même à l'étape de projet, pour qu'on fasse des études, voir ce qu'il faut pour éviter, en cas de problème, éviter par exemple la propagation du feu, en cas de situation, comment évacuer les gens en bon ordre et de voir même l'implantation de leur établissement. Est-ce que là où l'établissement est implanté, est-ce que cela est accessible aux engins, par exemple, de secours ou bien aux véhicules de secours? Voilà. Donc, tous ces aspects-là doivent être vus. Donc, c'est dans leur intérêt. Ce n'est pas le problème de respecter ou de ne pas respecter, mais ils sont dans l'obligation. Ils sont dans l'obligation. Parce que c'est un investissement qu'ils ont consenti et cela doit être gardé, cela doit être protégé. Logiquement, quand quelqu'un veut construire, il aura besoin toujours d'une autorisation de construire. Alors nous avons ce problème-là, ça c'est un peu dans les démarches administratives et tout. Je dis logiquement, pour avoir cette autorisation de construire, il devrait réellement aussi avoir l'avis des sapeurs-pompiers, c'est-à-dire l'avis de la sécurité civile. On a un autre mot à dire là-dessus. La démarche, c'est d'abord celle-là. Et comment nous, on procède maintenant par une étude. On procède par une étude de sécurité pour voir. C'est-à-dire cette étude se base sur une notice de sécurité qui est établie soit par le maître d'ouvrage ou par le maître d'œuvre. La notice de sécurité, là, et nous, on vérifie, on fait une comparaison avec la norme pour s'assurer que ce bâtiment-là, pour le mettre en exploitation,
c'est-à-dire le bâtiment répond aux normes, notamment de sécurité incendie. Donc la démarche, c'est celle-là. Et aussi, pendant l'exploitation, nous accompagnons par des visites de prévention pour voir si ceux qui sont là continuent à respecter, s'il y a la vacuité des cheminements d'évacuation, s'il y a tout ça là, les portes coupe-feu sont là, les moyens de secours sont vérifiés, tout ça là, ça nous accompagnons durant tout le long de l'exploitation. Ça peut aussi être le risque d'explosion parce qu'on ne sait pas. Dans cet établissement, il peut y avoir stockage des matières dangereuses. Bon, il y a le risque de panique. Si le projet n'était pas bien vu, si les dégagements n'étaient pas bien étudiés, on n'avait pas bien calculé le nombre de dégagements qu'il faut, la largeur des dégagements, si la longueur, c'est-à-dire le parcours d'évacuation, c'est-à-dire le parcours que quelqu'un, c'est-à-dire la longueur que quelqu'un doit parcourir pour atteindre, par exemple, l'extérieur, si ce n'est pas respecté, alors tout ça là, y compris les aménagements intérieurs, si tout ça là, ce n'est pas respecté, on aura des problèmes d'évacuation. On a d'abord eu des cas déjà ici au Congo, je ne vais pas les citer, c'est des cas très malheureux, là où les gens sont morts simplement par panique. Ce que nous faisons lors des visites, nous, on fait la pédagogie. On fait la pédagogie. On essaie de faire comprendre aux gens que, écoutez, les issues de secours ne peuvent pas être hermétiquement fermées, par exemple. Vous voyez, parce qu'il y a des lieux où vous arrivez comme ça, on vous dit issues de secours. Vous arrivez là-bas, c'est carrément barricadé. Qu'en cas de problème, les gens ne pourront même pas utiliser. Ou bien, même dans certaines administrations, on prend les vieux meubles, on prend les cartons et tout, voilà, ça est là, dans le couloir, dans la circulation horizontale commune. Mais en cas de problème, les gens doivent emprunter cette circulation-là. Et ça peut créer des cas de panique, les gens peuvent tomber et tout. Et il y a même des gens qui obstruent même là où il y a des moyens de secours. Là où il y a par exemple un robinet d'incendie armé, on prend même une table ou comment, on place là. Donc, vous voyez, quand nous venons, c'est cette pédagogie-là. Et parfois, dans des locaux techniques, des locaux électriques, on a déjà trouvé des cas comme ça. On transforme un local électrique en local d'archives. Vous voyez, là, il y a l'électricité, là, il y a les archives qui constituent un combustible. Donc, il y a des faits comme ça. Et parfois, nous vérifions aussi le balisage. Parfois, c'est mal balisé. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Hein, nous aidons par la pédagogie et on fait des recommandations. Fidèles téléspectateurs, c'est par là que nous mettons fin à ce 52e numéro de magazine Sécurité civile et population. Merci de nous avoir suivis. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges Lemassomba, réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programme sur Télé Congo.